Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission économique sur LCM. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Didier Heurtier, bonjour, qui est le fondateur, le gérant, le principal exploitant de la société 13 à l'heure. Alors 13 à l'heure, c'est de la moto, on va dire de la moto-taxi, en tout cas des déplacements en moto. Je ne sais pas si le terme convient, on le verra tout à l'heure. C'est un point très important pour les acteurs économiques à Marseille parce que se déplacer dans cette ville, c'est quand même pas la chose la plus facile qui soit. Et donc grâce à vos motos, on gagne du temps. C'est en tout cas ce qu'apprécient vos clients. C'est exact, Monsieur Blisson. En tout cas, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Et puis merci de nous accueillir au sein de LCM pour que l'on puisse parler du transport de personnes à moto et non pas moto-taxi, voilà, car nous n'avons pas le droit d'utiliser le terme taxi. Alors, j'étais un peu dans la provocation parce que vous nous direz que c'est pas toujours très facile avec les taxis. Mais en fait, votre service est quand même très, très différent et très complémentaire en fait. Surtout complémentaire, puisqu'effectivement nous travaillons avec la corporation de taxis, et notamment les très grandes entreprises qui sont présentes déjà sur Marseille. L'intérêt de notre activité, effectivement, étant en complément du transport de voyageurs, quel qu'il soit, effectivement, qu'il soit automobile, notamment pour les taxis, puisque nous allons, nous, en fait, proposer de la ponctualité. C'est-à-dire que nous allons vendre, effectivement, le fait que notre passager arrive à l'heure, en toute sécurité. C'est effectivement l'objet principal de notre activité. Alors vous insistez sur le terme en toute sécurité parce que bien sûr la plupart des gens qui ont des motos n'ont pas forcément besoin de vous, donc vous avez plutôt un public qui n'est pas un public de motards, et monter sur une moto en plus quand on est en général un peu contraint par les horaires, ça peut avoir un côté un peu stressant, donc vous avez besoin de conforter vos clients. Oui, d'autant qu'on a des véhicules pour, nous avons des pilotes aussi qui sont formés en fonction effectivement de ce métier qui est aujourd'hui légiféré. Par ailleurs, la plupart de nos utilisateurs ne sont pas tous des motards comme vous le disiez effectivement, ou utilisateurs de roues. Oui. En l'occurrence, c'est vrai que comme nous travaillons surtout avec des voyageurs d'affaires, ils ont plutôt tendance à laisser leur moto de l'endroit où ils viennent, notamment lorsqu'ils sont motards. Mais c'est vrai que globalement, le motard a du mal à s'asseoir sur le siège arrière de la moto. Voilà. Mais il le fait volontiers et en toute sécurité. Donc paradoxalement, c'est peut-être plus facile d'avoir des clients qui ne sont pas motards en définitive. Paradoxalement, oui. Au-delà du fait effectivement qu'il y ait toujours une appréhension sur la sécurité, mais il faut savoir que la sécurité, elle est gérée par le pilote, puisque, comme je vous le disais, ce sont des gens qui sont formés, pour certains qui sont toujours en activité sur des professions telles que les brigades motorisées de la police ou de la gendarmerie nationale. Donc on est effectivement face à des pilotes qui sont extrêmement aguerris, donc à un déplacement sur ce type de machine, avec des passagers en l'occurrence, et qui respectent les conditions du code de la route et surtout la sécurité qui est liée justement à ces déplacements évidemment. Alors vous le disiez tout à l'heure, la ponctualité c'est un élément très important parce qu'en effet on peut penser qu'en moto on va arriver à franchir les embouteillages aux heures de pointe ou autre. Comme ce sont quand même des motos sympathiques et confortables, on arrive à se faufiler, j'allais dire, dans les embouteillages avec ce type d'engin quand même. Le fait est que si vous travaillez vos déplacements justement avec cette notion de sécurité, les automobilistes sont suffisamment attentifs pour vous laisser passer à un moment donné. Quoi qu'il en soit, même s'ils ne désirent pas nous laisser passer, cela arrive, on les voit dans les rétroviseurs, ils ne veulent pas donner le petit coup de volant nécessaire pour qu'on puisse gagner les 2 cm qui nous manquent pour passer avec ces grosses machines, dont on peut dire le nom de la marque. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a peut-être des passionnés qui nous écoutent, alors vous pouvez présenter peut-être le matériel. En l'occurrence, l'idéal effectivement pour des déplacements extra-urbains, ça va être de la Honda Goldwing, 1800 cm3, il ne s'agit plus de moto, en fait il s'agit de salon de fauteuil avec 2 roues. Par ailleurs, nous avons aussi des véhicules qui sont plus adaptés sur le territoire urbain, sur le cycle urbain, qui en l'occurrence vont être des Suzuki Burgman 650 cm3 notamment. Donc là, on est face à des véhicules qui vont se faufiler très facilement entre les files de voitures, si tant est que on ait besoin effectivement de se faufiler. Par ailleurs, la Honda Goldwing, comme je vous le disais, va passer de toute façon, parce que même le véhicule qui ne va pas être attentif, qui ne va pas nous laisser passer, 30 secondes,
3 minutes, peu importe, on arrive toujours à les dépasser puisque, quoi qu'il en soit, la moto est plus fine qu'une voiture en l'occurrence. D'accord, et sur le plan de la sécurité, évidemment, vous fournissez le casque, les gants, une parka quand il fait froid, etc. Le fait est qu'il faut savoir que le passager est équipé en fonction des conditions climatiques. En l'occurrence, l'été, il va avoir un équipement d'été et quoi qu'il en soit, un équipement minimum de sécurité que l'on doit porter lorsqu'on est motard ou lorsqu'on est utilisateur de deux roues. Et donc, j'engage tous les utilisateurs de deux roues, effectivement, à porter au moins un casque. C'est obligatoire. Des gants. C'est très important, effectivement, d'avoir des gants et bien sûr des blousons avec des coques qui vont, le cas échéant, vous protéger les articulations, voire le dos. Il faut savoir que nos matériels ne sont pas usés en ce sens. C'est-à-dire qu'effectivement, la profession de transporteur de personnes à moto n'est pas une profession accidentogène. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'accidents qui sont rencontrés, effectivement, lors des déplacements avec des passagers. La plupart des incidents qui peuvent arriver sur le transport de personnes à moto, ça va être lorsque le pilote fait un relais, alors qu'il est à vide, il est moins attentif, puisqu'effectivement, lorsque le pilote a un passager avec lui, il décuple son attention et il gère toutes les situations de sécurité et anticipe effectivement tout ce que peut faire un automobiliste ou un autre usager de la route ou un piéton le cas échéant. D'accord. Alors quel est le trajet type que vous faites aujourd'hui? Votre cœur de cible se situe sur quel type de distance en fait, on va dire? Notre terrain de jeu se trouve entre l'aéroport de Marseille-Provence qui accueille de plus en plus de passagers. Il faut le dire, économiquement c'est aussi très important. On voit nous ce développement. La ville de Marseille et d'Aubagne et la triangulaire qui se referme sur Aix-en-Provence notamment. Donc voilà quel est notre terrain de jeu favori. Par ailleurs, nous proposons aussi, au-delà des déplacements de nos passagers qui ont besoin de gagner du temps, des circuits touristiques qui vont aller du côté soit de la Côte Bleue, soit de l'autre côté, soit sur la Sainte-Baume ou la Sainte-Victoire. Et à ce moment-là, notre terrain de jeu s'éloigne un petit peu des embouteillages quotidiens. Alors quelle est votre façon de vous faire connaître et de développer l'entreprise? Vous avez été lauréat de certains concours, le phare de la création il y a quelques années. La communication d'une société comme la vôtre, qui en plus ne peut pas employer certains mots que j'ai employés au début vis-à-vis de certaines corporations, vous vous faites connaître comment? Alors le transport de personnes à moto, on peut le dire, effectivement, se fait en termes de développement grâce par exemple effectivement en ce qui concerne 13 à l'heure, par l'intermédiaire de Remède Management, puisque, et je vous remercie aussi d'en avoir parlé, le 30 mars 2011, lors d'une de vos émissions, vous avez reçu Célim Mazni, donc, le président d'Asset Provence, de Remède Management notamment, et vous en aviez parlé effectivement du prix que nous avions gagné en création d'entreprise. Nous avons gagné un autre prix en 2011 au sein du bureau de gestion des entreprises, le concours Talent, et l'année dernière au sein de la Chambre de commerce et industrie de Marseille qui a lancé un concours 500 000 et moins pour les créateurs d'entreprises. Donc effectivement, au-delà de ces différents concours, eh bien, nous travaillons énormément sur Internet, bien sûr. Nous sommes présents sur des forums d'entreprises que vous couvrez aussi, qui se déroulent au mois de septembre notamment. Et puis récemment, avec les confrères qui sont sur Marseille, puisqu'il y a plusieurs entreprises au-delà de 13 à l'heure. Vous avez la société Liberty Cab, Transpromoto qui est l'une des plus anciennes, 3T Moto 13 qui sont présents effectivement sur la région. Eh bien, nous sommes associés autour effectivement de Marseille-Provence 2013 qui a généré aussi quelque chose d'agréable et de sympathique pour nous puisque nous avons réussi à entraîner dans notre sillage 2 sociétés de tuk-tuk qui se sont installées. Alors le tuk-tuk, on peut dire que c'est un petit peu l'ancêtre du transport de personnes à moto puisque cela est né en Asie. Vous savez, ce sont ces engins qui sont des plateaux qui ont un châssis arrière qui va ressembler à un véhicule traditionnel et à l'avant vous avez un guidon avec un pilote et à l'arrière vous pouvez emmener avec vous donc entre 3 et 6 passagers. Donc voilà, on a une société Tuk-Tuk Marseille qui nous a rejoint, ainsi que celle de la Côte Bleue qui nous ont rejoint donc avec cette
envie, concernant Marseille, Provence 2013, eh bien de faire en sorte effectivement d'aider à l'organisation notamment, mais aussi à la population dans les déplacements qui sont aujourd'hui impossibles sur cette belle ville de Marseille, qui pour rappel est un corset. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est bien pour vous finalement que ce soit difficile de circuler à Marseille. Nous adorons les embouteillages évidemment, puisqu'effectivement cette bonne ville de Marseille qui a plus de 2600 ans, donc coincée entre les collines de Marcel-Pagnol bien sûr et la Méditerranée, donc avec ces trois axes d'entrée et de sortie, eh bien c'est une circulation effectivement qui est très difficile à l'intérieur de cette ville, et le fait est que notre terrain de jeu est d'autant plus agréable dans ces conditions, malheureusement pour les automobilistes qui restent coincés dans les embouteillages. Il y a des trajets minimum et des trajets maximum en dehors de ce grand axe aéroport Marseille et Aubagnex que vous indiquiez tout à l'heure? Notre objectif, c'est la ponctualité du déplacement du passager, c'est-à-dire qu'effectivement on peut faire des trajets de 800 mètres. 800 mètres simplement. Le trajet le plus long que nous ayons réalisé, c'est un trajet dont avait besoin un passager pour être chez un notaire à Saint-Étienne, donc au sud de Lyon. Devait être à 10 heures à Saint-Étienne, et il ne pouvait pas partir avant 7 heures du matin depuis Marseille. Donc voilà, je dirais le trajet le plus court que nous ayons réalisé, ou le plus long, mais on ne va pas effectivement déterminer si un trajet est rentable ou pas. Bien sûr que l'entreprise, l'économie de l'entreprise et le développement de l'entreprise passe par cela, mais il n'y a pas pour nous de facteur restrictif quant au nombre de kilomètres à réaliser ou pas. Voilà, l'intérêt c'est le déplacement du passager. Donc quand on est sur vos motos, on peut aussi téléphoner, éventuellement vous demander de s'arrêter si on a envie de prendre un café, faire une pause, enfin, tout ça c'est possible. Tout est possible, tout est possible, et le passager effectivement peut téléphoner, contrairement au pilote qui doit être attentif à la route. En l'occurrence, il faut savoir qu'effectivement nous avons parlé tout à l'heure des équipements de sécurité. Je rajouterais d'ailleurs à ce propos que lorsque nous avons parlé des équipements, donc il y a effectivement des équipements d'été, d'automne, d'hiver, de printemps évidemment. Pour celui de l'hiver notamment, il faut savoir que les véhicules sont équipés de tabliers chauffants, c'est-à-dire qu'il y a un tablier qui va vous couvrir. C'est la saison, donc on peut en parler. Les sièges sont aussi chauffants. Voilà, donc on est dans des conditions de confort total. Donc en ce qui concerne effectivement ce que vous me disiez concernant le téléphone, le passager effectivement peut connecter son téléphone portable très rapidement grâce au système Bluetooth qui équipe son casque, puisqu'il faut savoir que le passager parle avec le pilote pendant le trajet. Donc on peut échanger avec le pilote également. C'est extrêmement important, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes aussi face à des passagers qui sont soit des passagers qui n'ont jamais fait de moto et qui peuvent être craintifs. On a des passagers. Donc il y a un côté sécurisation important. On est aussi dans la ponctualité en télévision. Donc on va arrêter cet entretien. Très bien. Merci Didier Heurtier d'avoir été avec nous. Et on va reparler un peu de la circulation ou de l'écologie à Marseille dans quelques instants avec notre petit tour habituel à l'exposition organisée par la Gamme. Merci. Merci à bientôt. À vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, nous allons revenir sur l'événement de la fin 2012 et ce début d'année 2013, cette exposition organisée par la Gamme au Hall Castel en face de la gare Saint-Charles. Une exposition qui se tient jusqu'au 9 mars de cette année 2013 et qui est ouverte tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 18h avec de nombreuses animations. Et aujourd'hui, nous allons évoquer, dans le cadre donc à la fois de cette exposition, mais également de l'urbanisme à Marseille et du développement d'une ville que l'on dit une ville durable, eh bien l'aspect espace vert, collinaire aussi, l'aspect collinaire de la ville de Marseille, avec l'association Colinéo, représentée sur ce plateau par Madame Monique Bercé, qui en est la présidente, et par Monsieur Gaëtan Giraud, qui est chargé de mission environnement. Alors d'abord un mot sur Colinéo, on parle toujours des collines à Marseille, il y a une association entre le nom de votre association et cet aspect collinaire. Vous l'avez bien prononcé, c'est Colinéo. Oui, d'accord. Voilà. Donc il y a les deux. Voilà, il y a les deux. C'est une association qui a 40 ans, puisque nous sommes créés en 1973. Et bien sûr, c'était en réaction contre l'urbanisation qui montait déjà dans les cœurs de massifs, et en particulier sur les carriers qui n'étaient pas, enfin, les règles n'est pas celles qui sont établies aujourd'hui, et également contre les ZAC qui commençaient à fleurir sur les piémonts et de l'Étoile et pas loin de Gare-Labat. Voilà. C'était en particulier la ZAC de la Parade, la ZAC de la Batarelle, c'était déjà un cœur de massif.
Ok. Bon alors Gaëtan Giraud, quelles sont les actions aujourd'hui de Colinéo? Parce que là on a retracé les débuts rapidement, qu'on retrouve d'ailleurs dans cette exposition qui elle-même retrace 50 ou 60 ans d'urbanisme à Marseille. Aujourd'hui, que fait Colinéo? Parce que la dimension durable et on va dire écologique, elle est maintenant quand même un peu dans la tête et dans les actes de tout le monde. Bien sûr. L'association s'est nettement développée, donc suite à les actions un petit peu coup de poing face à cet étalement urbain, le grappillement des collines, l'association a souhaité faire aussi de l'éducation à l'environnement pour éduquer les plus jeunes et que ces derniers, évidemment, éduquent leurs parents. Donc on a développé un pôle éducation, sensibilisation à l'environnement, et à la suite duquel s'est posé plusieurs questions sur la protection, la préservation des espaces naturels. Donc on s'est lié à plusieurs associations pour faire inscrire certains massifs en Natura 2000 et notamment notre massif de prédilection qui est la chaîne de l'Étoile et le massif du Garlaban. Donc on a pu faire inscrire ces deux massifs au réseau écologique européen Natura 2000. Et ça apporte quoi d'être inscrit à Natura 2000? Une reconnaissance essentiellement. En termes de protection, on a quelques éléments réglementaires en plus à faire contre certains projets d'aménagement si jamais ils devaient survenir dans les espaces naturels. Mais ça a une vraie reconnaissance pour les services de l'État, devant les services de l'État, les collectivités et le public également. Alors justement, on va prendre cet exemple de la chaîne de l'Étoile, Madame Bercé. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que sur le plan immobilier, il y a un peu de mitage qui se fait, des petits programmes, ça monte un peu du côté de Sainte-Marthe, du côté peut-être aussi de Château-Gombert. On arrive à la préserver, cette chaîne de l'Étoile? Eh bien, c'est quand même assez difficile. C'est sûr que d'abord, il y a eu le technopole de Château-Gombert, c'était dans les années 80 à peu près. Là, il y avait des terres arables qui sont parties, évidemment, pour le technopole. C'est pas qu'il ne fallait pas le faire. C'était donc, en fait, c'était les industries et tout ce qui était les laboratoires donc de recherche universitaire qui avaient pour vocation, les uns et les autres, d'innover ensemble sur un campus. Bon, c'était très bien. Mais à côté de ça, il y avait beaucoup de terres arables qui ont été sacrifiées. Et beaucoup plus récemment, on a la ZAC des Hauts-de-Sainte-Marthe qui, là aussi, sacrifie énormément donc de terres. Et c'était le dernier poumon vert, on va dire, dans le nord-nord-est de Marseille. Pourtant, on parle pour Sainte-Marthe d'éco-cité, c'est le terme qu'on emploie maintenant, Gaëtan Giraud? D'éco-quartier. Éco-quartier, voilà. Éco-quartier, c'est un terme vraiment qui nous hérisse le poil. Puisque, en fait, ce projet-là a été présenté, mais il a été rejeté assez rapidement au début. Donc je pense qu'ils veulent le présenter à nouveau, puisqu'il y a eu des évolutions depuis le début, mais au tout début, quand s'est installée la ZAC, il y avait des gros problèmes en matière de réseau de transport dessus. Il y en a toujours. On participe aux différents comités de suivi de cette ZAC. Et tout ce qui était aussi aspect environnemental des choses, qui était présenté de manière idyllique au tout début, lors des présentations au grand public, mais qui, dans le concret, n'apparaissait pas. On voyait uniquement l'urbanisme se développer, les immeubles se développer, et tout cet aspect-là de qualité de vie sur place était un petit peu laissé de côté. Je pense que c'est ce qui a aussi permis le rejet de ce projet en écoquartier. Aujourd'hui, le fait que la population soit beaucoup mobilisée, et notamment tous les CIQ du secteur, notre association également sur cette zone-là. La mairie de secteur aussi, la mairie de 13-14 travaille quand même pas mal à améliorer cette ZAC et qui aurait vocation d'être l'écoquartier, comme le dit Gaëtan Giraud. Mais enfin, on n'y est encore pas quand même. On est très vigilant. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés quand même au transport, au déplacement. Donc vous pensez qu'aujourd'hui on fait un urbanisme qui ne tient pas assez compte justement quand on va mettre 1 millier ou 2000 personnes sur une ZAC de ces problématiques de transport et de déplacement? Le réseau viaire n'existe pas. Pour le moment, on a uniquement donc que les immeubles qui s'implantent. Ils s'implantent et les sorties, donc les gens ne peuvent accéder que sur les voies existantes. Sauf une voie qui est actuellement faite, tout le reste part sur les voies existantes. Donc c'est une grosse gêne pour les résidents, pour les gens qui habitent et pour les nouveaux habitants
temps, aussi, ils ne trouvent pas là ce qu'on leur avait promis dans leur nouvelle résidence. Est-ce qu'on peut préserver l'environnement dans la deuxième ville de France sans résoudre avant tout quand même ce problème de circulation, de transport, d'utilisation de moyens de locomotion polluants? C'est la base. On peut très bien prévoir des modes de déplacement avec une végétalisation pour avoir une qualité d'espace public assez forte. Donc vraiment des espaces publics qui seraient tournés non pas vers le transport uniquement, mais vers la qualité de vie également. Il y a des exemples comme ça, soit à Marseille, soit dans nos régions ou dans d'autres villes de France? Dans plusieurs villes, oui. On va traiter des espaces, ce qu'on peut voir aussi sur le tramway, par exemple à Montpellier, où on a des espaces comme ça qui sont végétalisés. Donc ça, c'est typiquement pour voir du vert sur les espaces. Il y a un traitement qui est plus visuel que utilisation de l'espace. C'est ce qu'on fait à Marseille aussi. Sur certains espaces, oui. Maintenant, il y a des problèmes c'est ça. Il y a des problèmes de gestion aussi, puisque l'intérieur de la voie est de délégation MPM, les extérieurs, les abords sont de délégation Ville de Marseille. Donc on a des problèmes comme ça de gestion coordonnée qui sont assez durs à résoudre. Et à côté de ça, pour essayer de créer des nouveaux espaces sur lesquels il va y avoir aussi des problèmes de gestion comme ça, c'est pas dans les préoccupations premières des collectivités. Tous ces espaces publics qui pourraient, où on pourrait développer les modes doux sont assez réduits sur Marseille. On peut le voir sur tout ce qui est pistes cyclables, mais aussi tous les espaces publics en règle générale, sans parler du transport. On a quand même peu d'espaces publics sur lesquels les gens pourraient venir créer des échanges, des pôles d'échange comme ça. Et les seuls espaces aujourd'hui qu'on laisse à la population sont assez bétonnés, donc très peu de végétation. Donc les gens, évidemment, sur une grande partie de l'année, il y a des chaleurs telles qu'ils ne peuvent pas occuper l'espace. Peut-être un peu en ce moment-là, en disant ça. En tout cas, il y a un débat autour de ça, sur la minéralisation du Vieux-Port. Et également sur la future esplanade de la Major. Parce qu'on a vu que sur la future esplanade de la Major, il y avait un très beau projet. Également, la Major devant se refléter donc sur le calcaire ou sur le granit. Et nous, évidemment, avec la chaleur que l'on a à cet endroit et en plein été, ça nous a un peu troublé, je veux dire. Il va y avoir d'après les descriptions, un mince ruisseau et ensuite une centaine d'arbres plantés avec des frênes et je crois que c'est des féviers d'Amérique. Enfin, je sais pas, à la description, c'était pas des essences méditerranéennes, c'était pas des choses où on se retrouvait vraiment. Mais alors, comme vous participez à beaucoup d'instances de concertation, ça, c'est pas des choses que vous discutez quand vous êtes dans les conseils de développement, dans les CIQ. Vous arrivez à peser sur les décisions. Alors, peut-être pas jusqu'à choisir une essence ou un arbre particulier, mais... Non, parce que là, quand même, ce sont les architectes qui ont souvent le dernier mot. Dans le plan local d'urbanisme, ça a été mentionné. On a vu qu'il y a des modifications là, de pensée. Ça, c'est un document très récent. Le plan local d'urbanisme, c'est en ce moment. C'est encore approuvé, c'est ça. Et donc là, toute cette végétalisation avec des espèces locales est mentionnée. C'est assez d'ailleurs regrettable de voir que les projets qui sortent actuellement, mais qui ne sont pas soumis à ce nouveau plan local d'urbanisme, sont encore sur des anciens mémoires avec des espèces végétales autres que celles qui sont mentionnées dans les nouveaux documents. Il pourrait y avoir une cohésion d'aménagement comme ça. Aujourd'hui, on restreint la végétalisation à un aspect paysager. Ce dont Madame Berset parlait sur tous ces espaces-là, les seuls arbres plantés vont être le long des routes. Donc aujourd'hui, c'est juste pour matérialiser une voie, mais tous les espaces publics, et pourtant la végétalisation des espaces publics comme ça a un intérêt pour lutter contre les chaleurs, le rayonnement solaire, la lutte contre l'érosion des sols avec le ruissellement. Et la biodiversité. C'est ça, la biodiversité. Ça a vraiment des intérêts. Pour l'instant, on réduit la végétalisation à son aspect paysager et uniquement. D'accord. Alors la biodiversité, je rebondis un peu sur ce mot. Par rapport à ce qu'on peut voir dans cette exposition il y a 60 ans ou il y a 50 ans à Marseille et aujourd'hui, dans les parcs notamment de Marseille, maintenant la place est faite à la biodiversité. On peut dire qu'on a beaucoup, tant dans le domaine végétal qu'animal, beaucoup de diversité. En tout cas, il y a le souci, oui. Par exemple, dans le parc du 26e centenaire, on voit quand même qu'il y a un souci avec donc des végétaux variés. Il y a un aspect paysager qui est beau et on voit que les gens apprécient puisqu'il y a énormément de gens qui vont se ressourcer dans cet espace.
place. Il y a continuellement du monde et ça fait plaisir de voir ça. Voilà. Et puis il le fallait absolument parce que tout autour, il y a une urbanisation quand même très importante. Ouais. Voilà. Alors je lisais qu'en effet, il y avait des abeilles, par exemple, hein, maintenant, soit du côté de l'avenue Cantini, soit dans un grand hôtel du côté du Pharo, où on fait même du miel made in Marseille. Bon, ça fait partie des démarches, en dehors de l'aspect un peu fort médiatiquement, hein, ça fait partie de démarches sérieuses et solides pour la promotion de la biodiversité en ville. Je pense que oui, c'est une reconnaissance aussi. Les abeilles, il faut dire, c'est un petit peu un sujet qui est à la mode en ce moment. Bien sûr, donc les collectivités s'approprient ce type de projet-là, l'implantent sur leur collectivité, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans le vent. Aujourd'hui, maintenant, ça fait développer aussi d'autres sujets. On ne reste pas uniquement sur ces abeilles-là. On a pu voir sortir d'autres projets. Le parc urbain des papillons, là, dans le 14e. La Sainte-Marthe. C'est ça, exactement. Sur le domaine de Montgolfier. Voilà. On voit qu'il y a un engouement un peu plus fort pour la végétation, pour la faune, la flore. Pas que la flore naturelle ou celle des espaces naturels soit plus importante que celle en ville, mais aujourd'hui on voit qu'il y a un intérêt des collectivités pour cette végétation-là, cette végétation et cette faune du reste. Mais je pense que c'est sous l'influence de la société civile quand même. Alors la société civile, c'est les conseils de développement, les comités d'intérêt quartier. Les conseils de développement, je pense que c'est vraiment là où les gens peuvent s'exprimer. Nous, par exemple, on est à la commission cadre de vie agriculture. Et c'est vrai qu'on a fait tout un travail qui, enfin, j'espère, ne restera pas dans des cartons. On y a fait rentrer, on y parlait quand même du littoral, on y a fait rentrer, nous, tout ce qui était espace collinaire. On a vraiment l'impression d'avoir travaillé quand même pour cette biodiversité ambiante. Voilà. D'accord. Monique Bercé, un mot, vous parliez d'agriculture à l'instant. Bon, on voit que dans les schémas comme le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, on veut essayer de faire en sorte que l'agriculture ne recule plus, en quelque sorte. Vous parliez de Château-Gombert il y a quelques instants, il y avait des agriculteurs, il y en a encore quelques-uns à Château-Gombert. On peut avoir de l'agriculture dans une ville comme Marseille? On pourrait avoir de l'agriculture, mais il faudrait avoir une volonté beaucoup plus importante que celle qui est apparue au PLU. D'accord. Parce que justement, pour revenir donc sur cette exposition qui est entre autres magnifique, avec ces photos qui retracent en 3 temps les Marseille depuis les années, on va dire 60 jusqu'en 2009, avec l'orthophoto. Mais on voit qu'il reste encore énormément, beaucoup de terres ont été mitées par évidemment la maison individuelle et avant ça par l'implantation donc des grands immeubles au moment donc des gens qui sont revenus les rapatriés d'Indochine, Afrique du Nord, etc. dans les années 60. Mais là c'est les parts des Bastides malheureusement qui ont été sacrifiées. Mais c'est vrai que s'il y avait une volonté plus importante, on pourrait récupérer des terres agricoles qui sont soit encore exploitées, soit qui pourraient avoir un nouveau zonage au PLU et non pas comme elles le sont malheureusement destinées à l'urbanisation. C'est d'ailleurs un travail qu'on a fait à l'occasion de la contribution au PLU où on a présenté, c'est ça, planche après planche, les espaces qui pourraient encore accueillir de l'agriculture sur Marseille. Toutes les planches ont été refaites, c'est un travail remarquable et voilà, nous, on compte bien savoir ce qu'il adviendra donc du travail qu'on a fait. Merci Monique Bercé, merci Gaëtan Giraud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis donc si vous voulez vous rendre à cette exposition en effet très intéressante et très pédagogique, c'est donc tous les jours, sauf le dimanche, Hall Castel en face de la gare Saint-Charles, l'expo Marseille de la ville à la métropole. Merci, à bientôt. Pour revoir ce programme, lcm.fr